Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, les opérations de déguerpissement à Kapororaï se poursuivent et plus les jours passent, plus l'anxiété grandit. Sur le terrain, ce soir, nous nous intéressons au cas des unités industrielles implantées sur les lieux et qui sont appelées à quitter dans les 72 heures. Ce sera notre grand format du jour. Les distributeurs des chaînes dans les quartiers ne sont plus à mesure d'assurer la fourniture d'images. Ils ont été déconnectés de leurs clients et leur matériel importé par des agents. On leur reproche d'utiliser abusivement les chaînes de Canal. Nous prendrons la direction du Sénégal où les populations se préparent à aller voter dimanche. À quelques jours de ce moment important, nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre des binationaux sénégalais et guinéens qui se préparent à accomplir leurs devoirs civiques. Bienvenue à tous vers une mise en place de la coordination intersectorielle de réforme et de modernisation de l'état civil de la ville de Conakry. Cette structure aura pour rôle de suivre les activités liées à l'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil de Conakry. Il s'agit surtout de favoriser les projets viables pour la capitale. Elle devrait être mise en place à la suite d'une rencontre d'échange entre les acteurs de la société civile et les cadres de l'administration sur la réforme et la modernisation de l'état civil. Alseni Bari et Abdoulaye Kamara. C'est au gouvernorat de Conakry que cette rencontre a eu lieu. Des cadres du ministère de l'administration du territoire, ceux de la justice, de la santé et autres responsables de la société civile sont représentés. Il est question de mettre en place une structure appelée coordination intersectorielle de réforme et de modernisation de l'état civil. Elle aura pour rôle de suivre les activités liées à l'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil de Conakry. Après le déroulé de cette rencontre, que tous les intervenants dans le processus de l'enregistrement des faits d'état civil soient ensemble en vue de suivre ou d'évaluer les actions menées dans le processus d'enregistrement des faits d'état civil au niveau de la région. La modernisation de l'état civil, il faut que ça soit informatisé, que ça soit en biométrie pour éviter la fraude. L'état civil met en relief donc tous les acteurs intervenant dans la société, précise le représentant du gouverneur pour la circonstance. Notre devoir, c'est de véhiculer des informations, d'associer les acteurs qui sont au niveau des communes aujourd'hui. Nous parlons de la santé. C'est l'état civil parce que l'extrait de naissance va être délivré à la commune. Et celui qui a raté la déclaration de naissance ou l'extrait de naissance se retrouvera à la justice, donc le ministère de la Justice. Il y a même le PROGEM. L'état civil est fondamental pour une nation. Au-delà de l'enregistrement des naissances, elle permet de mettre en place des projets viables et fiables. Il faut un état civil fiable pour qu'il y ait un projet de développement dans un pays. Il faut que là en ce moment, par exemple cette année, l'éducation peut dire par exemple, nous pouvons apprendre que tel nombre d'enfants pour leur faire scolariser en première année. Il faut tel nombre d'enfants. Ça, tout dépend maintenant de l'état civil. La coordination intersectorielle de réforme et de modernisation de l'état civil de la ville de Conakry sera supervisée par le gouverneur de la ville ou par son représentant. C'est devenu pratiquement un feuilleton et nous en parlerons régulièrement dans nos éditions d'information. Il s'agit de l'opération de déguerpissement des occupants de Kapororaï. Ce soir, nous nous intéressons au cas de certaines unités industrielles implantées sur les lieux. Il s'agit des unités de fabrication de glace pour la conservation des produits halieutiques et de la boulangerie moderne. Elles desservent la majeure partie des débarcadères de Conakry. La plupart produisent entre 20 et 60 tonnes de glace par jour. Ces unités ont été sommées de quitter cet espace réservé de l'État dans les prochaines heures. C'est notre grand format du jour. Ça s'appelle le Focus du 22h et c'est avec Malik Sangiana Kamara et Abou Okoria Kourouma. Kapororaï transformé en grand bazar. Sur les lieux sont installées des unités de production de glace destinées à la conservation des produits halieutiques. Elles doivent être aussi déguerpies,
Un délai de 72 heures les a été donné depuis mardi. Mamadou Selou, à lui seul, emploie 18 personnes au sein de son unité. Pour lui, le déguerpissement de ces unités de production de glace aura un impact négatif sur la pêche artisanale. C'est une perte de plus de 200 tonnes par jour qui va partir en l'air. Et finalement, la chaîne de production du poisson ainsi que les barques, les mareyeuses, ça aura un impact négatif au niveau économique et humain en même temps, et que la population va se retrouver sans du poisson dans nos différents marchés locaux. Installés après la signature d'un contrat de convention avec la mairie de Ratoma, ces producteurs de glace sont bien conscients d'être sur un domaine de l'État. Mais leur activité, disent-ils, a favorisé la baisse du prix de la glace sur le marché et a facilité la conservation des poissons dans les débarcadères. La glace était rare. Mais depuis que nous nous sommes installés ici, nous vendons la glace, on est descendu à 10 000. De 10 000 aujourd'hui, nous vendons à 8 000. L'usine de cette dame produit par jour 20 tonnes de glace et emploie 15 personnes. En tant que femme, elle invite le président de la République à faire face à leurs préoccupations. À moi, tout ce que je peux demander, c'est demander une doléance au professeur. D'abord, je sais qu'il sait soutenir nous les femmes. Je demande une doléance, même si on pourra nous faire quitter ici, qu'on nous donne un temps. Le choix d'installer dans cette zone ces unités de production se justifie par la constante du courant électrique, expliquent les promoteurs. Vous savez, si la rupture de chaîne de froid est produite, il y a un gros problème parce que d'abord les mareyeuses ne pourront plus conserver leurs produits de la pêche, et c'est avec ça qu'elles vivent, que la population chez eux vive. Et également, les barques ne pourront plus partir pêcher. Depuis l'annonce de cette opération de déguerpissement, la crise de glace commence déjà à se faire sentir. Le pays qui existe n'arrive pas à répondre à la demande des clients. Tel est le cas de Souleymane Ba, détenteur de 4 barques au port artisanal de Bonfim. C'est des milliers de sacs de glace qui sortent ici par jour. Vous voyez. Donc pratiquement, moi aujourd'hui, je voulais à peu près 600 sacs. Mais je suis venu, 0. À côté des unités de glace, un four moderne où on produit du pain. Construit seulement il y a un an avec un investissement de plus d'1,6 milliard de francs guinéens, cet endroit est aussi concerné par l'opération de déguerpissement. Entreprendre en Guinée, c'est bon si on nous laisse tranquille. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille, nous encourager. Mais comme ça, là, on ne sait pas quoi faire. L'emploi d'une centaine de personnes risque d'être affecté si ces unités sont déguerpies. À cela s'ajoutera une crise de glace à cette période d'étiage pour la conservation des poissons dans les ports artisanaux. Les sorties récentes des ministres des Transports et des Mines pour leur bilan ont fait des mécontents. Le parti Rassemblement guinéen pour le développement RGD de Maître Abdoul-Kabele Camara l'a fait savoir ce jeudi à son siège au cours d'une conférence de presse. Le porte-parole de ce parti politique fustige certains pans des communications faites par Abdoulaye Magasouba et Aboubakar Silla. Nouan Traoré a aussi fait un diagnostic avant de faire des recommandations. Le compte-rendu est signé Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Le Rassemblement guinéen pour le développement RGD de Maître Abdoul-Kabele Camara fustige et souligne des incohérences manifestes dans les différentes conférences de presse des ministres initiées depuis quelques semaines pour faire leur bilan. Le conférencier du jour a surtout fait mention des sorties médiatiques des ministres des Mines et des Transports. Il faut se méfier d'un pays où les affaires publiques sont conduites, n'est-ce pas, en faisant prévaloir des agendas politiques sur les considérations techniques. Pourquoi on ne met pas le plan national de développement économique et social en œuvre? À bien des égards, le parti souligne des manquements entre les actions prescrites par le PNDS et celles mises en œuvre ou projetées par les deux ministères. Quelques actions prioritaires prescrites par le PNDS sont entre autres l'extension de la capacité du port autonome de Conakry, le développement des débarcadères fluviaux et maritimes et la réalisation du projet Transguinée. Dans son observation, le RGD note d'une manière générale l'écart significatif entre les prévisions du PNDS en matière de transport. On demande de faire une étude sur l'avenir du port de Guinée, de Conakry,
pour que ce soit aussi compétitif que le port d'Abidjan, que le port de Dakar, etc. etc. Ils n'en parlent que dans le bilan et perspective. Dans le domaine des mines, on note l'adoption du code minier, la mise en œuvre des mesures relatives aux relations communautaires et du contenu local, le renforcement des capacités de surveillance des règles de transparence et d'intégrité. Est-ce un feu de paille? Le RGD affirme que dans le volet minier, le département s'est écarté de la mise en œuvre du PNDS. Ceux qui ont élaboré ont cru devoir faire en sorte que le code minier, ces tests d'application soient élaborés. 3 ans après l'élaboration du PNDS, le ministre ne fait aucune allusion à cette nécessité. Face à l'ampleur des défis relevés dans la gouvernance des 2 secteurs porteurs de croissance, le Rassemblement guinéen pour le développement propose l'application effective du PNDS par l'ensemble des départements concernés pour éviter le pilotage en vue de la conduite des actions gouvernementales. Autre chose dans ce journal, instabilité de la desserte du courant électrique en Guinée. L'ancien ministre de l'Énergie fait un diagnostic de la situation et l'âge Papakoli Kourouma estime aussi qu'une bonne structuration au sein du département aurait permis d'améliorer la situation. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aboubakar Dine Kamara. Les mois passés, seulement quelques zones de l'intérieur du pays se plaignaient du manque d'électricité. Aujourd'hui, c'est presque toutes les villes du pays qui en souffrent, y compris Conakry, la capitale. Papakoli Kourouma, ancien ministre de l'Énergie, en sait quelque chose. L'offre de puissance est inférieure à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDG qui a la charge de distribuer le courant électrique n'est pas capable de donner le courant à tout le monde et en même temps. La réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta n'a pas pu résoudre le problème du courant en Guinée, malgré les grandes annonces faites au cours de sa construction. Papakoli Kourouma soutient que l'énergie fournie par Kaleta avait été absorbée avant même la fin des travaux. La puissance installée à Kaleta est de 240 MW. C'est un barrage au fil de l'eau. Ça veut dire un barrage et il est saisonnier. À l'étiage, on ne peut plus produire les 240 MW. La puissance garantie est d'environ 60 à 70 MW. Si le délestage continue, c'est parce que les DG manquent d'organisation selon l'ancien ministre de l'Énergie. Actuellement, nous avons les installations nécessaires pour faire de la production. Il y a des installations pour faire la production de 150 à 200 MW. Mais comme je vous le disais, c'est une question de planification. La structure aujourd'hui en charge de la distribution, donc de la commercialisation de l'énergie produite, n'est pas en mesure de se planifier. Après les espoirs déçus de Kaleta, les Guinéens misent encore sur Swapiti pour étancher leur soif en électricité. La décision de mettre fin à la distribution des images de certaines chaînes internationales dans les quartiers vient d'être appliquée dans 4 communes de la capitale Conakry et ce jeudi, plusieurs dizaines de jeunes distributeurs de canal dans les quartiers se sont retrouvés à Matam pour dénoncer un abus de la part de certains hommes en uniforme qui ont nuitamment débarqué dans leurs installations et coupé les lignes. C'est un reportage de Bintou Traoré et Ibrahim Assouri 5 Souma rendu par Makiso. Cet arrêt de distribution des images ne reste pas sans conséquences. Il accroît le taux de chômage et met en péril des rations alimentaires de plusieurs familles. On ne veut pas immigrer vers la Libye pour rentrer en Europe. On n'a pas un travail décent ici. Donc c'est dans ça qu'on se démerde. Donc s'ils nous coupent avec ça, il y aura 1000 jeunes qui n'auront pas de travail. Donc à l'heure là, pour gagner du travail, ce n'est pas facile. Donc c'est avec ça on se démerde, c'est avec ça on nourrit notre famille. Ces distributeurs ont chacun une histoire. Celui-là a passé plusieurs années dans le Maghreb avec l'espoir de rejoindre l'Europe, mais en vain. Aujourd'hui, son seul espoir est bloqué. De la Guinée en Libye jusqu'en Algérie pour travailler et puis me retourner travailler ici. En étant, je suis un diplômé de Kofi Annan, j'ai fait le droit public.
Et aujourd'hui, c'est le métier que j'exerce en place. Et si je ne vois pas l'autorité comme soutien et que moi j'arrive à gagner un peu et faire ces réseaux pour pouvoir survivre et gérer ma famille et que je vois l'autorité s'impliquer encore d'interdire cela, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Certains parmi eux sollicitent l'implication de l'État. Vouloir accepter ce que Canal veut, c'est-à-dire nous anéantir, c'est quelque part mettre la population dans la souffrance. Donc ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire nous laisser diffuser les images qu'on a, le peu qu'on diffuse. Ou bien si on n'arrive pas à s'entendre avec, parce que ça s'est passé dans pas mal de pays, où Canal est venu s'imposer, finalement ils étaient obligés de plier leurs bagages, par exemple au Cameroun. Comment cette décision est-elle accueillie dans les foyers? Certaines femmes sont tout simplement déçues. On n'a pas d'argent pour acheter le décodeur. On ne peut pas s'abonner parce qu'on n'a pas cette possibilité. Le prix d'un sac de riz coûte 250 000 francs. S'abonner aussi avec ce prix ou on prendra cet argent. Mais avec les distributeurs de Canal, on paye 10 000 francs à la fin du mois. Donc, si on le coupe, on ne sait pas que faire. Moi, je regarde des séries même dans la nuit. Donc, j'ai ce souci actuellement. Qu'ils nous aident à rétablir les distributeurs de Canal pour qu'on soit en liberté. Si on ne le fait pas, ça ne va pas aller. En début d'année 2018, une annonce d'interruption avait été faite et son application vient d'être une réalité. Cap à présent sur l'intérieur du pays, le ministère de la Justice poursuit ses efforts de réforme judiciaire, des réformes qui passent nécessairement par la construction ou la rénovation des infrastructures dans ce domaine. C'est le cas de la maison de détention de l'Abbé. Ce lieu des prisonniers suit cette dynamique. Djibril Ba, Mohamed Aluseni Kamara nous viennent tout droit de la ville de Karamoko Alpha. Moulabé, suivez. Nous voici à la maison centrale de l'Abbé. Ici, 261 personnes sont détenues. Une surpopulation carcérale qui reste un défaut à régler par les autorités judiciaires car l'ensemble des prisonniers des autres préfectures de la Moyenne-Guinée sont y transférés. Je souhaite auprès de nos autorités de nous aider afin que l'eau qui descend dans le quartier librement, qu'on trouve solution à ça. Ensuite, nous équiper, surtout en personnel, parce que la maison centrale de l'Abbé a un effectif de 11 agents pénitentiaires et 5 militaires qui sont là, un PA détaché de camp, qui sont venus en aide. Nonobstant les difficultés rencontrées dans ce lieu de détention, le régisseur et ses hommes sont parfois assistés par des organisations non gouvernementales. Certains appuis s'inscrivent dans le cadre de la réinsertion des détenus dans divers corps de métier une fois libérés. Ensuite, il y a le Sabou Guinée. Ils ont fait bénéficier certains détenus ici, surtout les mineurs, des diplômes. Ils ont fait, par exemple, il y avait tout dernièrement un enfant qui a fait la plomberie. Ce dernier fut diplômé et sa prison était finie. Il est aujourd'hui dans la société comme nous autres. Et franchement, maintenant, c'est nous. Le dimanche passé, moi-même, je me suis mis à l'aise sur leur toilette ici. C'était pour savoir et c'était pour la première fois, mais franchement, c'était propre. Le programme de réforme du système pénitentiaire suit son chemin. Dans cette prison, il est prévu des espaces de loisirs. À quelques mètres se trouvent des toilettes au confort acceptable. La rénovation des murs de cette prison figure aussi parmi de nombreux actes posés. Par ailleurs, un site pour construire une autre prison a été obtenu à Popodora, a fait savoir le régisseur. Vous avez vu, à vue d'œil même, la maison centrale de l'Abbé d'hier et aujourd'hui ne sont plus de même. Vous voyez ce mur qui est autour de nous. Ça a été fait en l'an 2018 par Terre des Hommes, mais financé par Parjus. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis dit que hier, la manière que les détenus étaient traités, et aujourd'hui, il y a un grand changement. Dans cette prison de l'Abbé, un nombre significatif de détenus condamnés attendent leur libération, qui n'est pas pour demain.
Toujours à l'intérieur du pays, à Pita précisément, les cas de vol sont récurrents. De fin 2007 au début de l'année 2019, 22 présumés voleurs sont jugés au tribunal de première instance de la localité. Alors, le parquet de Pita s'est donné une diligence pour le traitement rapide des dossiers de ce Takabi. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Malik Sangiana Kamara. Le tribunal de Pita, envahi par plusieurs dossiers en instance, parmi lesquels le viol. Pour accélérer son agenda judiciaire, le parquet s'est imposé une rigueur. Les justiciables n'avaient pas le temps de venir répondre aux convocations à heure adressées par le tribunal. Donc nous avons jugé nécessaire de prendre ces 2 jours. 22 cas de viol sont enregistrés dans ce tribunal. À Pita, le viol est devenu le cas le plus récurrent. Il y a aussi des cas de vol auxquels les juges sont confrontés. C'est le cas de viol. Nous avons enregistré plusieurs dossiers qui sont rentrés au parquet sous les qualifications de viol. Toujours dans le cas du traitement des dossiers de viol, le procureur de Pita n'hésite pas à expliquer les difficultés que son tribunal rencontre. Dans ce sens, il véhicule un message d'accompagnement à l'endroit du département de la justice. À Pita, il n'y a pas un médecin légiste. Et quand les officiers de police judiciaire à l'enquête préliminaire délivrent des réquisitions à médecins, difficilement ils reçoivent les certificats médicaux légaux. La jeunesse de Timbi Madina manque presque de tout. Elle n'a pas de terrain de football digne de nom et la maison des jeunes construite par les ressortissants de la localité ne répond pas aux normes. Dans cette sous-préfecture en pleine croissance économique, les lieux de loisirs sont peu reluisants et insuffisants. Les autorités locales n'auraient pas comme priorité la promotion et l'aménagement des sites touristiques existants. Abdourahmane Ba et Thierno Sadouba ont fait le constat pour vous. Suivez. Timbi Madina, c'est la ville des pommes de terre, mais les jeunes d'ici n'ont toujours pas de place où se distraire. Si les autorités récoltent des taxes dans la culture de cette denrée très prisée, celles puisées dans les lieux de loisirs ne figurent pas sur leur liste de priorités. En parlant des lieux de loisirs ici, on a seulement le terrain de basket qui est là, plus la maison des jeunes, mais très mal entretenue. La maison des jeunes, rien à l'intérieur, qui montre que c'est une maison des jeunes. On a un soi-disant jardin public qui est là, mais ce jardin aussi est très mal entretenu. Ils font ce qu'ils font là-bas. Dans cette sous-préfecture, le seul endroit qui apaise l'amertume de la jeunesse, c'est cette maison des jeunes construite par les ressortissants. Ils ne le cachent pas. Ces jeunes veulent que les autorités locales engagent des actions pour promouvoir la culture et le sport dans cette sous-préfecture. Nous sommes allés plusieurs fois au niveau de la commune pour seulement des aides, parce que les associations sont là. Moi déjà en particulier, j'appartiens à une association nommée IJAM 2. Mais nous avons eu à faire beaucoup d'initiatives ici. On a eu même à initier certains trucs à Timbi Madina Centre ici, mais difficile si nous ne sommes pas avec, si les autorités n'accompagnent pas. En attendant de véritables actions des autorités pour la jeunesse, ce jardin qui attirait les visiteurs n'est plus fonctionnel et l'unique terrain de basket à leur actif tient debout grâce à un panier. Au Sénégal, le candidat Madické Niang poursuit sa campagne dans le cadre de la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019. L'ancien ministre de la Justice, des Affaires étrangères et des Investissements s'est successivement rendu mercredi dans les communes urbaines de Rufisque, Guédiawaye et Bargny. Partout dans son discours, il s'est montré comme l'homme de la rupture. Sa caravane, composée d'une trentaine de véhicules, a sillonné presque chaque quartier de ces communes à forte densité humaine et qui fait la convoitise des candidats. Madické Niang, vêtu d'un costume bleu marin, a levé les mains pour saluer les groupes de citoyens en bordure de route et qui abordaient des t-shirts à l'effigie du leader.
Sur le chemin du retour, devant une centaine de sympathisants dans la commune de Rufisque, Madické Niang, arrêté sur le capot de son véhicule, se fixe pour objectif d'enseigner l'histoire du Sénégal à ses fils. Je vais m'investir à ce que l'histoire du Sénégal soit connue de tous. Que nous puissions tous être habités par la chose la plus fondamentale, c'est simplement d'aimer et d'aimer ce pays et d'être un patriote. La mobilisation n'était pas au rendez-vous. Entouré d'un impressionnant dispositif de sécurité composé de policiers, l'ancien ministre de la Justice, Sou Abdoulaye Wade, a vivement critiqué la gouvernance de l'actuel président, Macky Sall. Malheureusement, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le Sénégal est condamné dans les instances internationales les plus importantes. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde parce que notre démocratie est en recul. De vastes chantiers l'attendent. Il promet d'œuvrer notamment à l'indépendance de la justice, réduire le pouvoir du président de la République en le retirant du Conseil constitutionnel de la magistrature et nommer au ministère de l'Intérieur une personne consensuelle et qui ne sera pas issue des rangs d'un parti politique. Nous avons comme premier chantier, c'est de rendre la justice forte. Je suis heureux d'en parler dans la ville d'Ismaïla Madior Fall, qui fait partie des fossoyeurs de notre justice. Je ferai de sorte aussi que le ministère de l'Intérieur ne soit pas un militant qui se réclame d'un parti ouvertement, qu'il soit là pour servir uniquement le Sénégal et servir tous les Sénégalais. Madické Niang se rendra aussi dans les communes de Médina, Grand Dakar, Fass, Gueule Tapée. Son objectif est de rassurer ses partisans autour de son programme qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu. Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire l'un des 5 candidats en lice pour ce scrutin. Alors que les challengers sont en pleine campagne électorale, nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de la communauté des binationaux guinéo-sénégalais pour prendre leur réaction sur cette joute électorale. Suivez. Plus de 3 millions de Guinéens vivent au Sénégal. Parmi ces Guinéens, une frange s'est naturalisée et dispose désormais du droit de vote dans le pays de la Teranga. C'est le cas d'Ibrahima Abba, artisan. Il vit au Sénégal depuis plus de 28 ans. D'origine guinéenne, il dispose d'une carte d'identité qui lui permet de se rendre aux urnes le 24 février prochain pour choisir le futur président sénégalais. Wotu gongol do men woti do élection ji buy hikka kadi meden anni si tawi hewti le 24 mais yahay men wotoya ko woni non sabu dum sabu ila men fuddi wotude do menen men yahali ton be inni beeda ko beyani walla beeto ko beeda si men yahi menen e sénégalais be ben haray kambe ala anditugol dum kambe gaade kambe fo ko gotum yimbe ben fo ko gotum sida jogi ko be landima ko sa naati a wota e jam yalta hota hay goto wiatama hay fous. Comme l'ensemble des Sénégalais, Ismaël Diallo affirme être témoin de nombreuses mutations socio-économiques du Sénégal. Pour le président qui sera élu à l'issue du scrutin du 24 février prochain, il souhaite qu'il s'inscrive dans la continuité des œuvres déjà lancées par ses prédécesseurs. Quiconque aura la chance d'être le président de la République de ce pays, je le souhaiterais de suivre le chemin de ses aïeux, ceux qui sont passés, comme le président Wade, Macky Sall. Les deux les ont beaucoup travaillé au Sénégal ici. Ousmane Bari est à Dakar depuis 32 ans. Contrairement aux deux précédents, il n'a pas le droit de vote au Sénégal. À la tête d'une association de Guinéens, il donne néanmoins son point de vue sur le processus électoral sénégalais. Il n'y a aucun problème entre eux. Ils s'entendent toujours sur la paix. Chacun d'eux prie pour la paix. Le plus jeune âge parle de la paix, à plus forte raison qu'un vieux. Ils ont des sages bien comportés. Et ils se basent sur les ressources humaines. Ils ne se basent pas sur quelqu'un. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, les 5 candidats en lice multiplient les meetings pour rallier des électeurs à leur cause. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.